Je suis Sandrine Tinès, je suis médecin référent sur le parcours polyhandicap dans un ESAP-MAS qui s'appelle La Rencontre, ça veut tout dire, à Talence. Et je travaille en binôme sur ce parcours avec monsieur Johan de Roy-Romero, qui est adjoint de direction. J'interviens également en transversal au sein de la Fondation sur le polyhandicap, notamment sur des projets de recherche et de la formation. D'ailleurs, nous voulions d'abord remercier le GPF pour cette invitation à présenter notre travail avec les familles dans lequel on est particulièrement impliqué et qui nous tient vraiment à cœur. Donc, notre établissement appartient à la Fondation John Boss qui a été créée en 1848 par le pasteur du même nom. C'est une institution à la fois médico-sociale et sanitaire protestante à but non lucratif qui accompagne 2000 personnes souffrant de handicap psychique ou troubles du spectre de l'autisme ou polyhandicap sur 42 établissements répartis en France. Au sein de la Fondation John Boss, l'accompagnement des familles est évidemment crucial pour nous et celui-ci commence dès le premier contact. Ce premier contact peut se faire évidemment par mail, mais là je parle du contact téléphonique qui est réalisé en général avec un membre du staff de la direction médicale, ce qui garantit une qualité d'écoute, mais aussi une bonne compréhension de la demande. Cette demande, donc, qui va être analysée avec cette écoute au cours d'une première conversation, elle peut parfois ne pas correspondre à ce qu'offrent nos établissements. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement, si la famille ou la personne est désireuse de le faire, rediriger cette famille vers un service d'écoute et d'accompagnement qui pourra à la fois épauler et orienter cette famille vers d'autres offres qui correspondent plus à ce qui est recherché. Dans un deuxième temps, par contre, si le projet correspond tout à fait à ce que peut offrir un de nos établissements, eh bien, une évaluation sera organisée par l'établissement ciblé. Cette évaluation, elle correspond à la fois à l'étude d'un dossier d'admission un peu classique comme les familles ont déjà dû en déposer, mais elle correspond surtout à une évaluation sur le lieu de vie actuel de la personne. Et cette évaluation elle est réalisée par une équipe qui va rencontrer à la fois la famille, mais aussi éventuellement les équipes qui s'occupent à cet instant T de la personne qui désire rejoindre un de nos établissements. Et c'est un moment très important puisque ça permet justement de recueillir l'expertise à la fois des familles, mais aussi des équipes où la personne est déjà accueillie. Si finalement, à l'issue de cette évaluation, on constate une bonne adéquation entre le projet de la personne et ce que peut offrir l'établissement qui a été ciblé auparavant, on peut commencer à travailler le futur accueil. Donc ça va être la visite de l'établissement, des échanges pour travailler l'organisation de l'arrivée, évidemment des accueils temporaires pour voir si la personne s'intègre bien dans un futur collectif. Voilà. Et après, viendra le jour J à un moment ou un autre. S'il y a une liste d'attente, ce moment peut être un petit peu plus long, mais en tout cas, le jour J arrivera. Et à ce moment-là, ce jour-là, on tient aussi à ce que les équipes qui accompagnent la personne et la famille puissent venir ce jour-là sur nos services pour partager déjà, ne serait-ce que le premier repas de la personne accueillie dans l'établissement. On va vous présenter notre établissement. Donc, les APMAS La Rencontre, là où on travaille, a ouvert ses portes en janvier 2022. Donc, on est un bébé établissement. Oui, pardon. Comme ça, c'est mieux. Donc, deux particularités sur cet établissement. La première, on est à la fois médico-social par la maison d'accueil spécialisée avec 60 places, mais on a aussi une partie sanitaire, 40 places avec les établissements de santé autorisés en psychiatrie. La deuxième particularité, c'est qu'il y a, on m'entend toujours, 3 parcours, à la fois psychose chronique, TSA et polyhandicap et maladies neurodégénératives. Donc le parcours polyhandicap et maladies neurodégénératives comporte 30 places, 20 places en masse, 18 en accueil permanent et 2 en accueil séquentiel, où on y travaille principalement la transition enfant-adulte. Et donc, on a 10 places de sanitaire. Sur ces 10 places de sanitaire, on a défini des axes prioritaires en lien avec les besoins du territoire pour l'accueil
de patients. Donc ça peut être des séjours de rupture pour des familles en attente de solutions ou des évaluations de comportement défis, pourquoi pas. Ça peut être, surtout on en a parlé hier, de l'accès aux soins. Nous, on peut offrir des bilans de rééducation, des bilans somatiques et psychiatriques sur l'établissement, mais aussi faire bénéficier des personnes qui sont peut-être hors secteur CHU ou des personnes à domicile de plateaux techniques tels que le centre expert handicap qui est à peu près à 50 mètres de notre établissement, mais aussi le plateau technique évidemment du CHU de Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est aussi un axe qu'on souhaite développer sur notre ESAP. On accueille également du post-opératoire. Donc là, c'est le constat que quand une personne est en situation de polyhandicap est opérée au CHU, son temps de récupération n'est pas le même que vous ou moi. Et elle a besoin, dans les suites de cette intervention, d'un temps long et, si possible, dans un établissement qui sait prendre en soin le polyhandicap. Donc là, on s'est positionné là-dessus. On a déjà reçu plusieurs personnes sur ce type de projet, de post-opératoire. Et vraiment, c'est quelque chose de très bien parce qu'on prend le relais de nos collègues hospitaliers qui sont quand même beaucoup moins bien outillés pour faire cette suite, en fait, que nous qui avons tout le matériel et surtout la connaissance de ce type de pathologie. On peut aussi faire de l'évaluation multidisciplinaire pour établir les projets individuels de communication. Là aussi, on a un plateau technique assez complet qui nous permet effectivement d'évaluer sur le plan ergo, de multiples choses. Et ça fait aussi partie des projets de notre ESAP. Alors, hop, tac. Donc maintenant, on va attaquer le vif du sujet, donc le café papote. Donc, ce café papote est un espace dédié à l'accompagnement des familles proches dans notre établissement, évidemment. Il est important de revenir sur son histoire. Donc, comme vous l'a dit Johan, lors de notre ouverture en janvier 2022, nous avons accueilli petit à petit des résidents patients et leurs familles proches. 2 tiers d'entre eux étaient des jeunes adultes en Amande-Montcreton qui attendaient avec impatience une place en masse. Du coup, les défis organisationnels que représente l'ouverture d'un établissement, mais aussi la non-préparation de la transition pour ces personnes accueillies et leurs familles, nous ont confrontés assez rapidement à des questionnements communs, à des inquiétudes. Alors, ça pouvait aller de la gestion du linge à l'accès aux chambres, le suivi des selles, de l'alimentation, le fameux cahier de liaison dont on a parlé de multiples reprises, l'emploi du temps. En tout cas, dans ce contexte anxiogène pour les familles, après de nombreuses rencontres individuelles et un temps dédié à chacun important et nécessaire, Johan et moi, on a eu l'idée de créer cet espace de rencontre spécifique. Donc la première édition, une étape clé. Donc bien entendu, après un brainstorming avec le docteur Tinès, et je peux vous garantir que les idées fusent, on a construit cet espace. Donc une invitation a été envoyée à chaque famille dont l'objet était « Nous avons la volonté de vous associer à l'amélioration continue de notre accueil et de notre accompagnement au service de l'ensemble des résidents patients. Espace d'expression, de réflexion et de co-construction où vous pourrez vous impliquer à nos côtés. » Donc cette invitation a eu un franc succès car 80% des familles étaient présentes. Donc le jour J, après un accueil chaleureux et gourmand autour d'un café et de quelques viennoiseries, nous avons présenté l'ordre du jour de cette première session, composée de 3 parties essentielles. La première, l'espace du café papote. Donc on y a rappelé le contexte, donc la volonté du parcours polyhandicap d'intégrer dans son projet de service le travail avec les familles, mais aussi lors des rencontres individuelles de rappeler la volonté de certaines familles à s'impliquer et soutenir les projets portés par les équipes. On a pu parler des objectifs de ce café papote, donc c'est vraiment être dans une démarche d'amélioration du travail avec les familles, de co-construire des projets communs, et d'informer et partager dans un esprit convivial. Et enfin, le cadre de cet espace, donc c'est un espace de réflexion et de décision. C'est un espace de co-construction, pas de revendication. Et l'objectif est de porter des idées collectives et pas individuelles. Donc la deuxième étape, c'était de faire un état des lieux de ce qu'il y avait comme sujet. Donc l'état des lieux, il a été réalisé, comme vous le voyez, à l'aide de la méthode des post-it, qui a permis à chacun de s'exprimer de manière anonyme
sur ce qui lui semblait positif dans le parcours, sur les axes d'amélioration et sur des idées de projets en commun. Le résultat de cet exercice a permis de faire un état des lieux donc partagé et de définir un plan d'action. Comme Johan et moi, on est des bosseurs, dès la première fois, 3 groupes de travail ont été mis en place tout de suite, et sur des thèmes prioritaires qui avaient été individualisés par ces post-it. Donc la communication, premier groupe de travail, quoi et avec qui, le règlement de fonctionnement et les projets communs. Donc la troisième partie de cette première édition, c'était de définir le rôle de chacun. Et donc pour les professionnels psychoéducatifs, parce qu'au Café Papote, il y a la psychologue, notre conseillère en économie sociale et familiale, il y a des infirmières, il y a les éducateurs spécialisés, les familles et nous. Donc pour ces professionnels-là, ils sont témoins du quotidien, animateurs des groupes de travail et co-acteurs des propositions. Pour les familles et représentants légaux, ils sont experts de leurs proches, co-acteurs des groupes de travail et co-acteurs des propositions d'amélioration. Et pour nous, le binôme de direction, on est là pour garantir le cadre de cet espace. Oui, mais là, je tiens à dire que depuis le temps, en fait, on s'est aperçu qu'on n'a plus de cadre à tenir. Ce sont les familles qui s'autorégulent. Donc ça, c'est hyper confortable pour nous. Nous sommes bien entendu animateurs des groupes de travail et nous sommes là aussi pour garantir l'adéquation des propositions et des décisions en lien avec le projet d'établissement et les valeurs de la Fondation John Bost. Pardon. Cette première édition a permis de poser un socle solide et de tous s'engager dans la réalisation d'actions concrètes, prenant en compte les demandes des familles dans un contexte collectif et institutionnel. Le 9e Café Papote a eu lieu samedi dernier, où encore une fois, nous en sommes sortis épatés, émus et remotivés. Donc après toutes ces rencontres, voici quelques résultats qu'on a répartis sur de la création d'outils pratiques, sur des projets à destination des aidants, mais aussi des résultats pour les acteurs. Au niveau des outils pratiques, comme le docteur Tinès vous a dit, les familles souhaitaient améliorer la communication. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avec les familles, on a construit une plaquette, le qui contacter. Donc, il reprend toutes les adresses mail des professionnels de l'établissement et il permet, s'ils ont des questions sur le quotidien ou plutôt sur les soins ou plutôt sur le médical ou qu'ils ont des réclamations ou des questions diverses, de pouvoir adresser à la bonne personne leur mail. Effectivement, il y avait aussi la partie administrative où on y retrouve parce qu'on recevait beaucoup de mails sur je ne sais pas à qui je dois payer cette facture, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide pour le renouvellement du dossier de la MDPH. Donc là encore une fois, on a déterminé à quelle personne il devait vraiment s'adresser. Donc ce travail-là a pris pas mal de temps, parce qu'ils ont même choisi la couleur. Mais au moins, il a permis vraiment de s'adresser à la bonne personne et d'avoir une réponse. C'était ça qui était important pour les familles. Après, une deuxième plaquette qu'on a co-construit avec eux, c'est tout simplement le projet du parcours, donc qui reprend ce que nous proposons à la fois sur la partie médico-sociale, mais également sur la partie hospitalière. De là, les familles ont souhaité rajouter l'équipe formée transversale. On souhaitait valoriser le plateau technique que nous avons avec des kinés, des ergots, des psychomotes, des médecins MPR, mais aussi de parler du lieu adapté parce qu'on a un nouvel établissement, donc les locaux sont importants où on a une super balnéo, une salle Snozelen. Et également... On ne prête pas. Et en même temps, de pouvoir retracer un petit peu l'émission que nous mettons et nous faisons au quotidien auprès des personnes accueillies et bien entendu le travail des familles et des proches. Deux autres outils qui ont été créés avec eux, c'est le recueil de leurs attentes. Donc tout à l'heure on a parlé du projet personnalisé d'accompagnement et de soins. Donc on a co-construit avec eux un document qui permet aux familles, à chaque famille de dire ce qu'ils souhaitent pour le projet de son proche. Donc ce qui est, pour la petite anecdote, ce qui est plutôt
un peu étonnant, c'est qu'à la fois du côté des professionnels, à chaque fois qu'on co-construit un projet personnalisé, c'est très technique. Il lui faut 2 séances de kiné par semaine, il lui faut des séances de balnéothérapie, du snozelen. Pour les familles, c'est aussi de la pratique, hein. On est très dans ça serait bien qu'il ait du snozelen qui soit vu qu'il y ait un accompagnement nutritionnel. Et en fait, très rapidement, avec le docteur Tinès, au bout de 2 PPSA et 2 rencontres, on s'est dit bon, ok, c'est super, mais bon, est-ce que vraiment nous devons résumer le projet personnalisé d'accompagnement et de soins d'une personne qu'on accueille à ces séances de kiné? Et donc là est née l'idée du projet paillette. Donc dans chaque PPSA, il y a le projet paillette. Donc pour certains, par exemple, qui adorent regarder Disney, son projet paillette, c'est d'aller au parc de Disneyland. Pour d'autres, son projet paillette, c'est d'aller voir le concert de Kenji. Pour d'autres, enfin vraiment, l'idée, c'était de se dire, ok, c'est quoi le projet qu'on a envie de retenir pour la personne? Comme vous et moi, où normalement, les congés, on les prévoit un petit peu à l'avance et on est plutôt content de se dire, et toi, tu vas où cette année? Ben, eux, c'était un petit peu la même chose. Donc, j'arrête la petite anecdote et je continue sur le deuxième outil pratique qu'on a co-construit avec eux, c'est les attentes en cas de situation grave. On a déterminé avec eux, en cas d'hospitalisation, est-ce qu'il fallait qu'on les appelle de jour comme de nuit, au moment où ça se passe, ou au petit matin, si ça se passe la nuit, mais également lors de décès, est-ce qu'il fallait les appeler immédiatement, de jour comme de nuit? Est-ce que l'annonce du décès devait se faire par téléphone ou au contraire quand ils arrivaient sur la structure? Et ce qui est important dans ce document aussi, pour nous, c'est qu'on a pu, il y a un encadré sur qu'est-ce que c'est pour vous un événement grave. Et ça nous a permis vraiment de voir que déjà pour toutes les familles, c'est pas la même chose et de rebondir avec elles en individuel sur ce qu'on pouvait améliorer et ce qu'on pouvait aussi faire en tant qu'établissement. Donc des projets à destination des aidants. Donc, dans l'état des lieux des familles souhaitaient évidemment pouvoir bénéficier de formations. Donc, on a pu s'appuyer sur le dispositif Aide for Poly, mais qu'on a pu du coup adosser à notre café papote qui était déjà constitué, ce qui facilite. Et on a fait des formations sur l'épilepsie, sur l'évolution de la prise en charge rééducative et du matériel de l'enfance à l'âge adulte, et sur les démarches administratives incontournables. On a également fait des groupes de parole, la place des fratries. Donc on a fait 2 groupes de parole, un premier où il n'y avait que les frères et sœurs ensemble, et un premier où il y avait un groupe de parents qui, en fait, discutaient de ce qu'ils pensaient que leurs autres enfants vivaient de cette situation. Et on a fait un groupe de parole sur « Depuis que mon enfant est en établissement pour adultes, quel impact sur mon quotidien ?» Donc ça, c'était très intéressant aussi. En plus de ça, les familles participent activement à des projets de recherche dans lesquels la Fondation est impliquée. Donc l'après-soi, Polyage, Polyrène, Gamap. Autre chose, en tout cas dans les résultats et dans ce à quoi, ceux pour lesquels on fait appel aux familles, c'est qu'on valide systématiquement avec eux les actions que nous mettons en œuvre au quotidien. On a pu entendre là depuis hier que parfois vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe, même les projets super positifs qui se créent. Nous, on essaye effectivement de valoriser ça auprès des familles. Donc, on a fait un gros travail avec les équipes sur l'environnement au repas qu'on a appelé la valse des repas. Eh bien, on l'a fait complètement valider, présenter aux familles qui, d'ailleurs, étaient hyper enthousiastes de ce projet que nous avons mis en place. La mise en place des outils de CAA, évidemment, tout ça, on l'a partagé au Café Papote avant de le diffuser dans l'établissement. Et puis également, ce qu'on vous présente là aujourd'hui, on leur a présenté samedi dernier. On a obtenu leur validation pour vous présenter ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et donc des résultats pour les acteurs, à commencer pour les résidents. La slide. Ah. Attends, elle ne veut pas basculer entre le mode présentateur et diaporama. Ah non, mais c'est bon là les problèmes techniques. Décidément. Ah, c'est peut-être de la lenteur, non? Il y a peut-être un... c'est juste... Non. Oui, bien sûr.
Ah non, c'est parce que vous avez cliqué ici. Moi, j'ai cliqué nulle part. Encore une fois, c'est sa faute. Quand vous posez vos mains, juste faites attention quand vous posez vos mains ici. En fait. Ah, j'ai posé la main là. C'est bon, Ok, vas-y. Donc des résultats pour les résidents. Donc ça a permis cette relation de confiance qui s'est créée au sein des cafés papotes d'améliorer leur accompagnement grâce à l'harmonisation des relations professionnelles et proches. Ça a permis aux résidents de vivre et partager des moments conviviaux tous ensemble, mais aussi d'être reconnus dans leur statut d'adulte. Pour les professionnels du quotidien, ça a permis vraiment de fluidifier la relation entre les professionnels et les familles, mais aussi qu'ils comprennent la démarche des parents et ne plus la vivre comme intrusive. Et bien entendu, d'être dans le partage et la confiance. Et pour les familles proches, ils s'excusent, mais ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais en tout cas, ils nous ont fait part de témoignages qu'on va vous lire. Donc moi, je commence par le témoignage d'une sœur. Pour moi, le café papote est un rendez-vous toujours agréable. J'ai plaisir à retrouver les équipes qui entourent mon frère, ainsi que les autres parents. Parler avec eux me réconforte. Ça comble le grand vide qu'il y a eu toute mon enfance, où on ne me parlait pas de mon frère jumeau. En quelques mots, le café papote me fait du bien. Moi, c'est le témoignage d'un papa. Je suis content de cette initiative à laquelle je participerai autant que possible. Elle favorise les rencontres avec les équipes soignantes et les familles, et peut-être encore davantage entre les familles elles-mêmes. Ces rencontres sont très importantes, et j'ai pu mesurer combien ça manquait dans les établissements précédents. Une maman où on accueille son fils en accueil temporaire. La première fois que je me suis rendu au café papote, j'ai retrouvé l'ambiance de ma jeunesse, chez les scouts, lorsqu'après la messe du dimanche, nous nous retrouvions autour d'un petit déjeuner paroissial pour tout simplement échanger, partager et vivre un joli moment. Bien évidemment, nous joignons l'utile à l'agréable lors de ces cafés papotes, dont le but est toujours l'amélioration du quotidien de nos proches handicapés. Le témoignage d'une autre maman dont le proche est en ESAP, qui est là pour du post-opératoire. C'est un moment d'échange pour évoquer des problématiques, des ressentis, des questionnements de la part des parents-familles, mais aussi de la part du personnel du parcours. Pour moi, je suis venue la première fois pour comprendre comment fonctionnait l'établissement, rencontrer des familles et échanger. Ce moment permet de construire ensemble. C'est ce qui fait la force du café papote à mon sens. Donc après ces témoignages, il nous semblait important de vous montrer quelques petites photos. Donc à gauche, on voit bien cette pause, ce moment convivial autour du café, des viennoiseries. En haut à droite, donc là ils sont très sérieux, ils sourient parce qu'on leur a demandé de faire une photo, mais en fait ils bossent. Et en bas à droite, on voit bien un moment qu'on a partagé encore dernièrement, un repas tous ensemble avec les équipes du quotidien. L'ensemble des parents et même des amis des parents et les résidents. Une dernière photo qui est assez vivante. On parlait d'inclusion tout à l'heure, au cours des 2 jours. Donc on a travaillé en partenariat avec la mairie de Talence et le centre social pour participer au carnaval. Donc en amont, bien entendu, les résidents ont pu aller participer à des ateliers. Mais cette photo, elle représente surtout la solidarité qu'il y a pu avoir entre les familles, les professionnels, les résidents, parce qu'autant vous dire, sortir 30 fauteuils, sachant que dans notre établissement, nous avons un véhicule de 5 places et 2 petits véhicules. Donc en gros, j'ai 7 places, sortir 30 fauteuils pour vivre ensemble le carnaval. Autant vous dire que d'un point de vue logistique, si je n'avais pas eu les familles et des bénévoles, on n'aurait pas réussi. Donc c'était chaud et on a vraiment vécu un super moment comme montre la photo. Donc pour nous, c'était important de vous faire part des leviers de réussite de cet espace. Tout d'abord, le samedi. Effectivement, la plupart des familles, elles sont encore actives. Donc faire le samedi matin, ça permet de laisser presque personne sur le côté. L'écoute, ce sentiment d'être écouté et reconnu. Et le café, ce moment convivial et d'échange entre pairs qui partagent souvent les mêmes questionnements et constats. Ces 3 ingrédients principaux rendent possible alors la co-construction en s'appuyant sur une relation de confiance solide, permettant à chacun de comprendre et reconnaître la place de l'autre.
Et on peut voir que 9e Café Papote, on pourrait s'en lasser. Eh ben non, il y a encore près de 80-90% de nos familles qui participent à chaque rencontre. Pour conclure, il y a la partie que nous n'avions pas prévue, et c'est ce qui fait le supplément d'âme de ce Café Papote. Cet espace de rencontre permet de créer des liens entre les familles en dehors des thèmes abordés. Le temps de la pause café devient très important. Nous observons alors des échanges sur leur quotidien, des rires, des conseils, des partages de carnets d'adresses. Nous goûtons les préparations de chacun dans un moment convivial. Johan et moi, nous nous retirons et les laissons tisser les liens, passant du vouvoiement au tutoiement, papotant sans fin, surpris de l'annonce de la reprise. Leur histoire de vie unique, mais semblable en bien des points, permet ce moment d'intimité hors du temps. Ces cafés papotes ont permis d'établir un lien de confiance fort et durable entre ces familles et les professionnels. La communication est donc fluide, constructive et apaisée. Aucun sujet n'est tabou, car la bienveillance, elle est réciproque. La transparence est un maître mot respecté de part et d'autre. Comme ont pu le verbaliser certaines familles, nous faisons un petit peu partie de votre équipe. Moi, je dirais beaucoup partie de notre équipe. Grâce à cette confiance mutuelle, il est possible d'aborder les difficultés et de co-construire des actions visant notre but commun, l'amélioration continue de la qualité de notre accueil et de notre accompagnement au service de l'ensemble des résidents patients. Nous illustrons bien par ce travail avec les familles le 1 + 1 = 3, soit l'effet démultiplicateur de l'action collective où le tout est supérieur à la somme des parties. Merci beaucoup. Merci.